J'ai un pote qui m'a envoyé une vidéo de France Inter. C'est, je sais pas si on peut dire une interview, il y a un débat économique, bref. Il m'a dit regarde ça et il faut que tu t'en fasses ton propre avis. Qu'est-ce que tu penses de ce que disent les médias de Bitcoin en ce moment? Et mon pote, c'est ce genre de personne qui n'a pas acheté de Bitcoin. Et du coup, il se dit bah 100 000 $, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Bon, bref, la vidéo, je l'ai pas regardée. Elle est là à l'écran, j'ai tout préparé mon setup, je suis sur OBS qui va me permettre de allumer et éteindre. Je commente au fur et à mesure. S'il y a des moments vraiment nuls, ben, je ne les mettrai pas dans le montage vidéo. On va essayer de garder l'essentiel. C'est parti. Le débat éco du vendredi entre Thomas Porcher et Dominique Seux. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vous présente Dominique Seux. Vous êtes éditorialiste à France Inter et aux Échos pour ceux à qui ça aurait échappé. Et Thomas Porcher, vous êtes membre des économistes atterrés et professeur à la Paris School of Business. Au sommaire du débat éco de ce matin, on pourrait dire pendant ce temps et pendant ce temps et pendant la crise politique, un phénomène spectaculaire, peut-être une révolution en économie. Elle concerne les crypto-monnaies. Alors ça peut paraître cryptique, mais on va justement éclairer ça avec vous. Le Bitcoin a franchi cette semaine la barre des 100 000 $. Je me permets de réagir, même s'il a rien dit pour l'instant de compliqué. Il y a une phrase où je n'ai pas compris ce qu'il a dit, mais on s'en fout. 100 000 $. C'est parti, les médias parlent du Bitcoin parce qu'il atteint 100 000 $. Ça fait des semaines et des mois que le Bitcoin il est parti de 15 000 pour monter à 100 000. Il faut qu'ils attendent le moment où il passe les 100 000. On ne sait pas pourquoi, ils sont toujours en retard. Si tu veux en acheter maintenant, bah, sache qu'il vient de 15 000 $, et qu'avant il était à 69, et qu'avant il était à 3 000, et qu'avant il était à 19, et qu'avant il était à 1250, sauf erreur de ma part. Tu vois, il a fait du chemin, il monte, il baisse, mais dans le temps, depuis 15 ans, il fait que de monter. Donc on verra s'il raconte des conneries là-dessus ou pas. 100 000 $ qui ont été atteints, une monnaie dopée par l'élection de Donald Trump. On va se demander s'il faut s'en inquiéter. D'abord, malgré la popularité des crypto-monnaies, puisque ce sont des millions de Français qui en possèdent et beaucoup ailleurs dans le monde, Bitcoin, crypto-monnaie, définition. On commence avec vous, Dominique Seux. Attention, là, deux intervenants, je sais pas, des spécialistes en économie, ils ont intérêt de donner des définitions justes. L'idée des crypto-monnaies en général, et le Bitcoin est une des crypto-monnaies évidemment la plus célèbre, c'est qu'elles servent d'alternative à la monnaie fiduciaire créée par les banques centrales et garantie par les États. L'idée c'est de dire, et c'est dans la pratique, la technologie numérique va permettre de se passer des banques. Et ça correspond aussi à une vision du monde, une vision idéologique qui est on n'a pas confiance dans les États, et on n'a pas confiance dans les États et dans les banques centrales parce que les États créent, et les banques centrales créent de l'inflation. Si on y cherche Je me permets de le couper, même s'il est en cours de définition, peut-être qu'il va dire quelque chose d'autre après, je sais pas. À la base, l'idéologie de Bitcoin, ok, c'est ça. Par contre, aujourd'hui, légalement, aux États-Unis, c'est non pas reconnu comme étant une monnaie, mais comme une commodities. Une commodity, c'est une matière première, comme l'or, comme l'argent. Je ne crois pas que l'euro, que le dollar, ce soit des commodities. C'est des monnaies. C'est deux choses différentes. Donc je sais pas, on va voir ce qu'il dit après. Donner une image très concrète du fonctionnement des crypto-monnaies. Et tout le monde cherche depuis longtemps. Je vous en propose deux. La première, c'est... Ouais, donc voilà, il n'a pas plus d'indications que ça. Ok, le Salvador, c'est un pays, et il doit y avoir un pays d'Afrique, j'ai oublié le nom. Il y a deux pays qui aujourd'hui ont légalisé la monnaie en disant c'est notre monnaie d'État. Il n'y a que deux pays qui l'ont fait jusqu'à aujourd'hui. Donc à travers le monde, pour l'instant, Bitcoin n'est pas reconnu comme étant une monnaie. Même si, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Je ne suis pas contre, je dis juste, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on ne peut pas juste laisser cette définition au grand public, ce n'est pas suffisant. Parce que ce n'est pas la réalité légale dans d'autres pays. Il y a d'autres pays qui veulent bien qu'il y ait des commerçants qui l'acceptent en tant que monnaie. Ça, c'est une vérité. Même en France, Carrefour permet d'accepter le Bitcoin contre des paiements. Alors, en tout cas, ils ont dit qu'ils allaient le mettre en place. J'ai encore pas payé mes courses chez Carrefour avec du Bitcoin. Bref. Wikipédia. Au fond, la crypto-monnaie... Alors, pardon à tous les spécialistes et à tous ceux parmi nos auditeurs qui ont des bitcoins, ils vont hurler, mais on va dire quand même à des choses très simples. Le Wikipédia, c'est un système géré collaboratif d'information, un dictionnaire qui est géré de façon décentralisée, qui pense s'améliorer sans cesse sans autorité supérieure. Donc
La monnaie, la crypto-monnaie, c'est un peu ça. C'est créé par un collectif, géré par un collectif plutôt. L'autre image, donc Wikipédia. Alors, son image de Wikipédia, elle est vraiment top, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de collaboratif sur Bitcoin. Je suis désolé, je crois que je vais couper toutes les 10 secondes, ça va être horrible et ça va durer 4 heures. Mais reste bien accroché. Son image de Wikipédia, elle est top. Parce qu'effectivement, Bitcoin, il y a Bitcoin, la monnaie Bitcoin, qui sert la technologie Bitcoin, avec un grand B. La blockchain, c'est bien une technologie, on travaille en collaboratif. Il y a des mineurs, des personnes qui valident des transactions, il y a les utilisateurs qui vont faire des transactions et qui vont payer des frais aux mineurs, et tous sont dans une forme de cercle, vertueux on l'espère, pour faire en sorte que Bitcoin fonctionne. Quand il parle d'amélioration, il n'a pas été plus loin, parce que je crois qu'il a perdu un peu ses mots. On pourrait dire autour de l'amélioration de Bitcoin, c'est qu'à chaque fois que Bitcoin a un problème, le collectif s'organise pour améliorer Bitcoin, pour résoudre les problèmes. Ok ? Je pense qu'il a oublié un petit truc. Wikipédia, j'aime bien son analogie. Dites-moi dans les commentaires si pour vous elle vous parle, en tant que grand public et qui ne comprend pas du tout ce que c'est que Bitcoin. On a vraiment sur un système collaboratif qui n'a rien à voir avec l'euro, où l'euro, on est tous les pays européens utilisateurs d'une monnaie, mais c'est les banques centrales qui décident s'ils émettent ou pas de la monnaie. Nous, on n'a pas le droit de décider. On n'a pas le droit de dire non, tu n'imprimes pas plus d'argent pendant le Covid. Oui, tu imprimes plus d'argent pendant le Covid pour aider les entreprises du pays, par exemple. La Bitcoin, tout le monde peut prendre part aux décisions du réseau. Tout le monde a ça en tête. L'autre image, c'est le loto. Oui. Le loto, c'est, vous jouez, vous tentez votre chance, et vous perdez ou vous gagnez. Alors, entre les deux... Bon, j'imagine que, c'est pas clair, hein, mais j'imagine que le loto, il dit je mets un peu d'argent dans Bitcoin et plus tard, peut-être que je vais gagner beaucoup d'argent. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Image, Wikipédia, loto, eh bien, il y a ce que va compléter maintenant excellemment Thomas Porcher. Thomas Porcher. Alors en fait à la base c'est un projet politique, ça a été dit par Dominique, c'est un projet politique qui remonte aux années 70, un économiste, Hayek, plutôt libéral, libertarien, C'est le moins qu'on puisse dire. voilà, qui a écrit un article qui s'appelait Dénationaliser la monnaie. Et il voulait libérer la monnaie des États et des banques centrales. Alors il y a eu plusieurs projets qui ont été faits parce qu'à l'époque il n'y avait pas la technologie des blockchains, il n'y avait pas Internet. Donc il y avait d'abord ce qu'on appelle le free banking, c'est-à-dire qu'ils voulaient que des banques créent leur propre monnaie, qu'elles se mettent en concurrence sans banque centrale et puis que ce soit la meilleure qui se mette à gagner. Et puis il y a eu la crise de 2008. La crise de 2008, il y a un codeur, Satoshi. Donc là, ce qu'il vient de dire, c'est non pas l'explication de ce qu'est Bitcoin, mais de ce qu'est la cryptographie, ou en tout cas la création d'une monnaie grâce à la cryptographie. L'intervenant juste avant a expliqué uniquement ce que c'était que Bitcoin. Deux choses différentes. Nakamoto, qui s'est dit, bon, la crise a été créée en partie par les banques, donc il faut absolument qu'on crée cette monnaie en dehors des banques et des institutions, et c'est là qu'il a créé cette monnaie numérique qu'on appelle le Bitcoin, qui est une monnaie qui est adossée sur rien, qui n'est adossée sur absolument rien du tout. Vous achetez une action, le CAC 40, le SP500, vous êtes adossé sur quelque chose de réel, une entreprise. Là, vous n'êtes adossé absolument sur rien. Donc c'est en fait une monnaie qui va dépendre très fortement des comportements moutonniers, des prophéties autoréalisatrices. Quelqu'un qui est pour la monnaie comme Trump ou Elon Musk va faire grimper le cours. On va Et en parler, apparemment, mais il ça est contre. aujourd'hui, un bitcoin vaut plus de 100 000 $. On peut Oui, mais l'échanger ça peut contre 100 descendre 000 très $. rapidement aussi, comme on a vu, les mouvements sont extrêmement volatiles et avec des variations extrêmement fortes. Ok. Wow, j'ai essayé de lui laisser tout le temps qu'il avait pour exprimer son propos. Il y a un truc qui me dérange vraiment là dans Monsieur Porcher, si je n'écorche pas son nom. Il vient de comparer. Donc pardon. Et déjà il a dit Satoshi Nakamoto, créateur de Bitcoin, c'est juste. On ne sait pas qui c'est. Ça il l'a pas cité par contre. On ne sait pas qui est le créateur de Bitcoin aujourd'hui. Le truc vaut 100 000 $ pièce, des milliards de dollars, des milliers de milliards de dollars en termes de valorisation totale. On ne sait pas qui est le créateur de cette machine, de cette monnaie. Ça, il faut le dire. Ça ils oublient de le dire quand même. C'est assez incroyable. Ensuite, là, ce qui me dérange vraiment dans ce qu'il a dit, donc, Bitcoin a une valeur qui fluctue. Avec l'autre qui a dit tout à l'heure aussi, potentiellement, avec Bitcoin, tu peux gagner de l'argent du loto. Alors qu'ils sont en train de nous parler d'une monnaie. Enfin, je comprends rien là. Vous me parlez d'une monnaie. Une monnaie, c'est pas fait pour gagner de l'argent. Donc peut-être que vous êtes en train de comparer Bitcoin à un produit de spéculation. Dans ce cas-là, prenons le cas de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sur lesquelles on peut spéculer. On peut investir, on peut faire du trading, c'est clair. Est-ce que ces crypto-monnaies sont des monnaies?
Bah non, vu que c'est pour spéculer, c'est pas de la monnaie, on va pas spéculer sur l'euro. On peut spéculer sur le fait que l'euro prenne de la valeur par rapport au dollar, mais on spécule pas sur l'euro. Ça a aucun sens. Si jamais je t'achète un euro, j'ai un euro. Enfin, je comprends pas en fait. On peut pas spéculer sur une monnaie. On peut spéculer sur deux monnaies, la variation de l'une par rapport à l'autre. On peut spéculer sur la variation du Bitcoin par rapport au dollar. Est-ce que le Bitcoin va prendre de la valeur par rapport au dollar ou il va baisser? C'est deux choses différentes. Parce qu'il a comparé les variations de prix avec les actions du CAC 40. Dans le CAC 40, il dit une action d'une entreprise, elle a une valeur, on peut baquer la valeur de l'action par le résultat de l'entreprise. Si l'entreprise gagne de l'argent, fait des bénéfices, juste du chiffre d'affaires, mais surtout des bénéfices, on peut lui donner une valeur. Peut-être que, on va avoir, je vais donner un exemple débile, peut-être que Renault et Volkswagen, ces deux entreprises, Volkswagen est mieux valorisée, pourquoi? Parce qu'elle fait plus d'argent que Renault. Soit. Si on dit que Bitcoin est une monnaie, selon ces deux personnes, ces trois personnes, pourquoi on chercherait à valoriser cette monnaie? Est-ce qu'on valorise l'euro, comme on valorise une entreprise du CAC 40? Je crois qu'on ne les valorise pas du tout de la même manière, parce que ça ne fonctionne pas pareil. Par contre, si tu me dis que tu veux que derrière 1 euro, il y ait quelque chose pour représenter sa valeur, qu'on y glisse quelques actions du CAC 40, qu'on y glisse un petit peu d'or, qu'on y glisse un petit peu d'immobilier. Et ça, ce sont tous les actifs que peut posséder l'État, peut-être les banques, pour avoir une preuve que l'argent qu'ils ont émis, qu'ils ont créé de toutes pièces, et qui ne vaut rien, commence à avoir un petit peu de valeur. Parce que derrière, on a des actifs. Donc bordel de merde, bien sûr que Bitcoin, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas plus derrière Bitcoin qu'il y a derrière des euros. Derrière l'euro, il n'y a rien à la base que de la confiance entre les individus, à la base. Et derrière, on a ajouté un petit peu d'or, un petit peu d'immobilier, un petit peu d'actions, pour dire que on y croit, on a confiance, et en plus, on va mettre quelque chose derrière pour lui donner de la puissance. J'espère que j'ai été clair et que je ne suis pas allé trop loin par rapport à ce qu'il vient de dire, et que je ne vous perds pas. En tout cas, j'en conserve mon latin. Différence par rapport à l'or, l'or est assis sur un stock quelque part dans les banques centrales, à la Banque de France, rue Villers ou ailleurs, il y a de l'or quelque part. Là, Derrière les stocks d'or, il y a une valeur d'or. J'ai rien compris à ce qu'il a dit, là. Je vais me le remettre. Désolé, parce que je crois que je l'ai perdu. Extrêmement forte. la différence par rapport à l'or, par exemple, l'or est assis sur un stock quelque part dans les banques centrales, à la Banque de France, rue Villers ou ailleurs, il y a À la différence au prix de l'or, qui est assis sur une quantité d'or. Ok, soit. Effectivement, quand on regarde l'or, si on dit que 1 kg d'or vaut 50 000, c'est que, et qu'on achète 50 000, c'est qu'après on a 1 kg d'or. Ok, soit. Mais sauf que, comment on donne la valeur à ce kilo d'or? 1 kg d'or. Pourquoi ça vaut 50 ou 60 000 euros ou dollars, ou peut-être même plus? Je ne suis pas vraiment au cours de l'or en ce moment-là. Comment on fait pour valoriser ce kilo à plus de 50 000? C'est reposé sur quoi? L'offre? La demande? La capacité de production? Je sais pas moi, les machines qui l'ont extraite, les humains qui l'ont extraite parce qu'il faut les payer? Peut-être, je sais pas en fait. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière la valeur de l'or? Moi déjà je donne des propositions. Derrière Bitcoin, des propositions, il y en a plein. Il y a des gens qui minent comme l'or, il y a des gens qui mettent en place des machines, il y a des humains qui travaillent, il y a de l'énergie qui est produite. On pourrait éventuellement donner une valeur à la création d'un Bitcoin. Je dis pas que c'est juste, je dis pas que c'est justifié. Je dis juste que par rapport à l'or, on n'a pas plus ou moins d'éléments pour le justifier. il y a de l'or quelque part. Là, le Bitcoin n'est pas caché quelque part. Mais la particularité, c'est qu'il a été décidé qu'il y aurait un nombre limité de Bitcoin qui se... Il y en a 22, il y en aura bientôt 22 millions dans le monde, il semble. C'est terrible. C'était génial. Il l'a dit, 21 millions, c'était génial. Effectivement, Bitcoin, il n'y en aura que 21 millions à la fin, la période 2140, lorsqu'ils seront tous créés. Comme de l'euro, on en crée tous les jours un peu plus. On ne sait pas vraiment combien il y aura d'euros maximum en circulation, j'allais dire dans notre pays, non, dans la zone euro. Le Bitcoin, on sait exactement aujourd'hui
il a été établi par le créateur. Et jusqu'à présent, les personnes qui collectivement se sont construites autour de Bitcoin continuent de valider cette information, parce qu'elle n'a jamais été remise en question, qu'en 2140, on n'émettra plus jamais de Bitcoin. Et à cette date précise, il y en aura 21 millions, et pas 22. Putain, tu passes à la télé, à la radio, là, je sais pas, 21 millions, dis-moi le vrai chiffre. Pourquoi 21 millions? Parce que l'or extrait du sol, tout l'or qui était sur Terre, qui a été extrait du sol par l'homme, parce qu'il y a encore de l'or au fond des cavernes qu'on n'a pas exploré. Et ben l'or, mis dans un grand cube, si on rassemblait tous les colliers de ta grand-mère, de la mienne, des autres, on les met tous dans un cube, ça fait une arête de 21 mètres par 21 mètres par 21 mètres. Ça fait un grand cube de 21 mètres cubes. C'est pour ça que le créateur a pris ça. Il a voulu qu'il y ait une forme de ressemblance entre Bitcoin et l'or, notamment dans cette limite un peu physique qu'on peut retrouver. Bref. Et souvent de dire, effectivement, bon, ça ne repose sur rien, c'est une bulle, ça va exploser. Les tulipes en 1637, on connaît tout ça. Oui. Mais ça correspond Enfin, à un rappelez-nous besoin. quand même cette histoire, puisqu'elle est employée, cette image par Patrick Artus, la bulle des tulipes en Hollande en 1637. Ouais. 1637, le prix de la tulipe a monté de manière inouïe pendant quelques temps. Et puis un jour, sur un marché, je crois, à La Haye, il n'y avait personne pour acheter les tulipes et le cours a descendu en une journée de 99% et la bulle de la tulipe était morte. Mais il se passe des choses dans le domaine du Bitcoin étonnant. Vous avez vu l'histoire de la banane. L'histoire de la banane, c'était un collectionneur a acheté, propriétaire d'un réseau de crypto-monnaies, a acheté une banane scotchée sur un mur, 6 millions de dollars. Oui. Il y a peu de temps, et il À a mangé la Sotheby's, banane. Il a à mangé New la York, banane. Voilà. une œuvre d'art, certains en débattront, qui est créée par Maurizio Catalan. Ça incite à penser que c'est n'importe quoi. Ok, j'ai retrouvé ce que je voulais ou ce que je voulais pas. Tu vas voir, j'ai deux histoires en plus, c'est assez dingue. Là, il vient de parler d'une personne qui s'appelle Justin Sun. C'est un entrepreneur dans le monde des crypto-actifs. Pas que des monnaies, crypto-monnaies, des crypto-actifs. On va passer les détails de ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui génère beaucoup d'argent et qui a effectivement acheté une banane à 6,5 millions de dollars. C'était une œuvre d'art. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Selon moi, je dirais, tu achètes une œuvre d'art, tu fais de la défisque. Et deux, putain le buzz. Parce que le mec, il est passé sur toutes les plateformes de télé du monde, il a mangé une banane à 6,5. Ouais, oui, c'est débile, ça paraît débile, mais en fait non, ça, dans son entreprise, c'est un coup de génie. Dans son entreprise et dans son objectif perso, individuel, à lui. Il faut des fois aussi arrêter de dire que les autres font de la merde. Dans leur cas de figure, ça peut peut-être leur servir à quelque chose. Sauf peut-être de sauter d'un pont et de se tuer. Ou peut-être que ça peut enlever une certaine souffrance, d'une certaine manière. Voilà, il faut toujours se mettre à la place de la personne et se poser la question, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? On a eu dans le même cas de figure, 2019, 8 décembre, c'est une publication sur Le Monde, une banane accrochée à un mur vendue à 120 000 $ à la foire d'art Basel, avant d'être mangée. Donc il y a déjà quelqu'un qui a fait ça en 2019. Hein, et c'était modifié en 2021. Ouais, non, c'était juste pour être sûr qu'il n'y ait pas... Est-ce que c'est du fake? Normalement, Le Monde, ça devrait pas, mais en 2019, il y a déjà quelque chose. Donc ça veut dire que Justin Sun n'a pas inventé grand-chose. L'artiste qui a mis la banane avec peut-être même le même type de scotch, je crois qu'il était de la même couleur, a rien inventé du tout, à 120 000 $. Et ce qui est ouf, c'est qu'on a le même genre d'histoire en 2023, le 2 mai 2023. Un étudiant mange une œuvre d'art à 120 000 $ dans une exposition en Corée. Et ce qui est marqué là, on serait bien tenté d'y croire. 3 ans après le buzz d'art de Basel, là, un étudiant vient de réitérer la même performance. Okay, donc, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est des choses qui arrivent. C'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, mettons-nous à la place des gens pour comprendre pourquoi ils le font. C'est beaucoup plus intelligent que de faire que de cracher du venin. Et j'espère que je ne suis pas en train de cracher du venin sur ce qui se passe. Hein. J'essaye d'avoir du recul. Bref. Attention, non, pas complètement. Il se passe quelque chose depuis 16 ans maintenant, qui est que Bien dit comment ça. faire en sorte que les banques ne captent pas toutes les transactions. Est-ce qu'on peut se passer des banques quand on fait des transactions dans le monde? En fait, Thomas Porcher. bon, la première chose, c'est que les Bonne banques... question. Oui, bonne question. Mais les banques y vont de plus en plus. Et d'ailleurs, des études montrent que depuis l'arrivée de ces banques sur les marchés des cryptos, finalement, les cycles sont de plus en plus reliés au cycle des actions traditionnelles ou au cycle finalement des monnaies. Parce que c'est quand même
même si c'est qu'une petite partie de la finance, c'est une partie qui gagne de l'argent et les banques, elles vont pas laisser ça comme ça. Elles l'ont fait déjà pour les matières premières à un moment, et dès qu'elles viennent s'accaparer, finalement, elles en font des produits financiers qui les relient au cycle des actions traditionnelles. C'est ce qu'on commence à observer selon certaines études. Donc ce n'est pas de l'or numérique, ça n'est pas lié aux banques. Je voulais finir sur Je me permets juste de mettre ma jambe là, je jouais avec mon plâtre depuis tout à l'heure. C'est un petit peu chiant pour filmer. Effectivement, les banques, elles vont pas laisser ça, et c'est certainement pour ça qu'en partie, il y a des ETF qui ont été mis en place aux États-Unis, et donc n'importe quelle institution financière aujourd'hui peut légalement acheter du Bitcoin grâce à des produits financiers, les ETF, émis par, je sais pas, Vanek, BlackRock, des gros mastodontes qui gèrent de l'argent, qui ne sont pas des banques, qui eux gèrent le produit financier, achètent les bitcoins, les conservent et disent aux banques, ben maintenant vous pouvez vendre des bitcoins à vos clients, on les garde pour vous. Comme si c'était quelqu'un qui gardait de l'or dans des coffres. Exactement la même chose. Et donc, maintenant les banques, pour eux c'est légal de le faire. Et comme elles voient que les individus normaux ont un attrait pour l'argent, à placer leur argent, à faire un petit peu des rendements, des intérêts à la fin de l'année, il y aura toujours des clients. C'est une évidence. On ne peut pas dire le contraire. Après, il est vrai que le halving qui réduit de moitié l'émission du Bitcoin au cours du temps tend à rendre effectivement le Bitcoin comme un actif rare. C'est ce qu'a dit Dominique. Mais là, il y a une grosse étude qui est sortie, qui fait une étude sur les applications d'échange des cryptos dans 95 pays entre 2015 et 2022. Et l'étude révèle quelque chose d'intéressant. C'est une étude de Raphaël Hauer. Elle révèle que 73 à 81% des utilisateurs auraient subi des pertes sur leur investissement en Bitcoin. Et en fait, l'étude dit que les petits investisseurs tendent à acheter quand ça monte, comme aujourd'hui, et c'est à ce moment-là où les gros investisseurs vendent. Et donc les petits investisseurs ressortent souvent perdants de leur... Est-ce que c'est la faute du Bitcoin ? Il y a eu deux évolutions très récentes sur le Bitcoin. Est-ce que c'est la faute de Bitcoin ? C'est exactement les mêmes statistiques que sur les actions en bourse. Alors non pas l'immobilier, je crois le forex aussi, le trading de manière générale. À chaque fois qu'il y a des personnes qui investissent leur argent dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, on a toujours les mêmes résultats, ils perdent de l'argent. C'est que vous avez des institutions qui achètent du Bitcoin, les fonds de pension par exemple. Alors certains fonds de pension disent on a 2% de notre actif en Bitcoin. Ça c'est quand même un changement. C'est un actif financier, on l'achète pour des fins spéculatives. Alors le paradoxe inouï dans cette affaire. Le paradoxe incroyable, c'est que le Bitcoin et les crypto-monnaies sont créés contre les États. Mais en réalité, la politique avec Donald Trump... Alors non, c'est pas contre les États. C'est une alternative à ce que propose l'État. C'est pas contre, alternative. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire différemment ? Aujourd'hui, tu n'as pas le choix, quand tu es en Europe, que de payer en euros. Personne ne prend le dollar, personne ne prend même le franc suisse. Quand on est en France, alors qu'on est sur un pays voisin où très peu de commerce, il faudrait vraiment être limitrophe à la Suisse, très difficile de commercer dans une monnaie différente que celle de ton pays. Trump est en train de récupérer le Bitcoin. Merci pour la transition, Pourquoi il a monté justement, messieurs. Pourquoi le Bitcoin a passé les 100 000 $? Parce que c'était le point de départ de votre... Ah oui, c'était ça. Ah bah tiens, on va peut-être le laisser dire, et c'était ça que je voulais dire par rapport à tout ce qui est les institutions financières qui investissent à bloc. de votre introduction. Il a passé 100 000 $. La monnaie a été dopée par l'élection de Donald Trump. Voilà, multiplié par 5 en 2 ans quand même. Qui était Parce que contre en 2016. Oui, il était contre. Et Donald Trump a dit, eh ben, écoutez, je vais libéraliser totalement. Je vais déréglementer cette affaire. Et donc, il a même invité à la démission plutôt le patron de gendarme financier de Wall Street, qui s'appelle Security Exchange Commission, a démissionné et Donald Trump a annoncé qu'il allait nommer quelqu'un qui est très proche des bitcoins, des crypto-monnaies. Et donc, flambé, et il a même fait un tweet hier, ou dans la nuit d'avant-hier à hier, Donald Trump pour dire merci qui ? Remerciez-moi, c'est grâce à vous. Ouais, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est ton point de vue. Depuis que Donald Trump est élu, Bitcoin il est passé de 65 000 à 100 000. Il n'a pas fait x5 depuis l'élection de Trump, il a juste doublé. Le x5, ça fait déjà 2 ans. Trump, ça fait même pas 2 semaines, je crois. On est je sais même pas combien on est là, on doit être le 10 ou 11 novembre. Décembre. Putain, je suis n'importe quoi. Ça s'est construit contre les États, les banques centrales, et c'est la politique qui récupère, mais probablement pour le pire. Après,
je pas pense pour le qu'il pire. non, mais je Thomas pense qu'il a Porcher, fait parce ce qu'on choix. peut aussi dire que c'est une manière de se libérer de la pression d'un État, Non, mais parce que c'est pour Mais sans aucune du régulation. contrôle des Là, banques les centrales. gogos vont il y a eu Que quand ça même apporte une vision libérale ou non, mais libertarienne de l'économie. il y a eu un certain nombre d'affaires concernant le Bitcoin. Alors avant de partir dans les affaires, je sais très bien où est-ce qu'il va aller. Je reviens du coup sur le point de tout à l'heure. Si toutes les grosses institutions financières, les assurances, les banques, je sais pas, même des sociétés type Google, Microsoft, si toutes les grosses boîtes du monde mettent 1% de leurs capitaux, quand ils gèrent des millions de bénéfices, des dizaines, des centaines de millions, voire des milliards de bénéfices, à genre Apple, ils ont du stock cash. Si tous mettent 1% de leur argent dans Bitcoin, parce qu'ils en achètent un petit peu, c'est 1%, je dis pas qu'ils mettent tout leur argent dedans, juste ils en achètent 1%. Le truc va... Notamment des délits d'initiés, etc. Il y a eu aussi des soupçons de blanchiment d'argent. Il y a eu des soupçons. La Chine a très fortement réglementé les cryptos parce que il y avait beaucoup de gens qui contournaient les réglementations de change entre le dollar et le yuan en passant par des cryptos. Donc il y a des fois où il faut un moment, les marchés doivent se réglementer à un moment. Et puis rappelons-le, là, Trump l'a fait par pur opportunisme, c'est-à-dire qu'au début... Pardon, je coupe juste sur... Enfin, de toute façon, c'est l'objectif de la vidéo, on a dit. Hein. Donc, au niveau des personnes qui utilisent le Bitcoin de manière frauduleuse, c'est un fait. Il y a des personnes qui ont utilisé Bitcoin de manière non légale, que ce soit pour les États, d'après leurs règles, ou les règles de Bitcoin. Donc, deux choses l'une. Ceux qui ne respectent pas les règles de l'État, personne n'est d'accord avec ça, on les met, s'il le faut, en prison. Sur Bitcoin, tu vas me dire, oui, mais du coup, c'est Bitcoin, c'est la monnaie digitale, on ne contrôle rien. Toute personne qui a acheté des Bitcoins possède une adresse Bitcoin, ou sur les autres blockchains, les autres crypto-monnaies, et ces informations-là sont transparentes. Notre ami, tout à l'heure, il a parlé de Wikipédia. Aujourd'hui, Wikipédia, toutes les définitions, elles sont transparentes. Elles sont disponibles à tout le monde. La définition d'un poney, la définition de l'or, la définition de... Tout est transparent, distribué à tout le monde. Dans la blockchain Bitcoin, c'est pareil. Et toute personne qui viendrait à essayer de modifier, dans Wikipédia, on sait qui c'est. Parce que ça laisse une trace. Le modificateur de l'article. Dans Bitcoin, c'est pareil. Alors, on ne peut pas modifier les transactions, mais ceux qui valident les transactions, ceux qui font des transactions, si moi je te donne un Bitcoin, c'est marqué qu'avant je l'avais et que maintenant c'est toi qui l'as. Donc, si j'ai fait du terrorisme avec, toi, quand tu le reçois, je ne dis pas que tu vas lire, oui, Valentin a fait du terrorisme. C'est pas comme ça que ça marche. C'est plus compliqué. Cryptographie. Mais on sait de quelle main à quelle main c'est passé. Et donc, si on doit retrouver des terroristes, tout ce que tu veux, des pédophiles, des machins, on peut les retrouver parce que l'information de qui a détenu l'argent est inscrite. Après, tu me diras, il y aura toujours des mecs qui vont inventer, je ne sais pas, des ordinateurs quantiques, on entend n'importe quoi, et qui peuvent, mais dans ce cas-là, ils peuvent faire de la fraude sur Bitcoin, mais dans nos banques aussi, il y a des gens aussi qui font des choses farfelues avec l'euro. Et pourtant, on n'est pas en train de les pourrir, là, maintenant, tout de suite. Et il y a beaucoup plus de gens qui font des choses farfelues dans l'euro, actuellement, même nos politiques. Et pourtant, on ne les destitue pas de leurs fonctions. Des fois, ils sont encore à la tête du pays. Bref. Il n'avait pas trop la Silicon Valley avec lui en 2016. Et puis maintenant, la Silicon Valley lui est complètement acquise. Et il y a beaucoup de gens qui sont des poids, des investisseurs de poids dans les cryptos. Et donc, il s'est dit, bon, allez, il faut que je les ramène avec moi, dont Elon Musk, qui, rappelons-le, au début, avait permis qu'on puisse payer ces Tesla avec des bitcoins, et puis qui est revenu dessus pour des questions de pollution, parce que le bitcoin est extrêmement émetteur d'émissions de CO2. On estime qu'un bitcoin émet, le bitcoin serait le 26e plus gros consommateur en électricité au monde. Parce qu'il faut faire tourner les serveurs, et comme c'est une monnaie numérique... Après tout, c'est un débat éco, donc je vais mettre un tout petit peu de contradiction quand même. Alors, avant qu'il se lance, Bitcoin est consommateur d'énergie. Oui, je ne peux pas dire le contraire. S'il n'y a pas d'énergie, on ne fait pas tourner les machines. Si on fait tourner les machines avec une énergie diverte, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, c'est pas terrible. Ce sera de l'énergie fossile. Pour fabriquer des machines, il faut de l'énergie, donc ça impacte. Par contre, pour faire tourner les serveurs, c'est-à-dire les machines des banques, des ordinateurs,
il faut aussi des cartes graphiques, il faut aussi des composants électroniques et des matières premières, des terres rares et des machins, comme dans Bitcoin. C'est pareil. Maintenant, il faudrait essayer de savoir si les banques ont plus de machines que Bitcoin pour le nombre d'utilisateurs. Voilà, je te laisse calculer chez toi. Moi, j'en sais rien, mais ça m'est venu comme ça comme idée. Ensuite, il a dit énergie, donc c'est énergivore. Certes, c'est énergivore. Est-ce que c'est polluant? C'est une chose. Attendez, je vais revenir sur ce qu'il a dit. Et puis qui est revenu dessus pour des questions de pollution parce que le Alors, Elon Musk n'est pas revenu sur le fait d'accepter le Bitcoin pour des raisons de pollution. C'est parce qu'il reçoit des aides de l'État parce qu'il produit quelque chose qui est censé être vert. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un entrepreneur, il crée une entreprise, il innove, et quand on est dans l'innovation, on peut des fois avoir des aides, des subventions. Lui, il va toucher de l'argent parce qu'il développe quelque chose qui est censé ne pas utiliser de carbone. Alors pour fabriquer ses voitures et ses batteries, il faut bien à un moment donné du carbone pour la conception, et par contre quand la voiture roule, on va utiliser de l'énergie, électricité, qui là, à l'instant T, quand la voiture roule, ne produit plus de carbone, à ce moment-là précis. Ok? Donc, c'est pas parce que Bitcoin pollue qu'il ne les prend plus, c'est parce que accepter le Bitcoin lui empêchait de recevoir les subventions. C'est tout. Lui, c'est un entrepreneur, il veut créer des voitures, il veut aller sur la Lune, il veut des satellites, partout. Donc il veut des subventions pour avancer, parce qu'il lui faut du cash, il lui faut du fric. Au début, il pensait que Bitcoin, ça lui rapportait plus d'argent, mais il a vu qu'il allait perdre les subventions, donc il préfère ne pas prendre Bitcoin, recevoir les subventions, et puis peut-être avec ça, acheter des Bitcoins, par exemple. Il a juste un objectif, mettons-nous à la place de Elon Musk. Si on était à sa place, qu'est-ce qu'on ferait? Chacun ferait ce qu'il veut dans son domaine. Lui, il a décidé que la meilleure chose, c'était refuser les Bitcoins, alors qu'il avait dit oui avant, parce qu'il veut des subventions qui sont colossales, c'est des milliards. Bitcoin est extrêmement émetteur d'émissions de CO2. Hein. On estime qu'un Débat écho, donc je vais mettre un tout petit peu de contradiction. On revient là. Oui, il y a des limites et on peut encore en évoquer, mais ça met un peu de concurrence dans le système de paiement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un peu de pression sur le système financier et les banques centrales, eh bien, on en serait toujours à payer avec des chèques probablement. Et donc les cartes bancaires, ça a été un plus, le payer avec son téléphone, c'est un plus, et la pression des crypto-monnaies, c'est un petit plus pour baisser les coûts de transaction. Alors, oui, intéressant. Le fait que attention à la fraude fiscale. Donc il faut s'en inquiéter. J'ai lu un article du Point tout à fait intéressant qui rappelait que en 2020, Juste avant son article, effectivement, et c'est dommage qu'il ne précise pas plus loin, il y a des transactions qui ont été effectuées sur Bitcoin de quelques milliards de dollars échangés en Bitcoin, contre du dollar, contre de l'euro, contre autre chose, qui ont coûté quelque chose comme 1 ou 2 dollars. C'est tout. Les frais de transaction sont minimes à l'instant où elles ont été réalisées. Peut-être que demain elles seront plus chères s'il y a plus d'utilisateurs, s'il y a plus d'argent qui est développé dessus. C'est une évidence, les frais vont augmenter. Mais pour l'instant, ils sont minimes. Ils sont bien moins chers qu'en banque. En banque, aujourd'hui, tu veux faire une transaction, donc ça va coûter de l'argent, une certaine somme. Ils vont prendre un pourcentage, peut-être 0,1% de la somme, ou peut-être 0,01% de la somme, mais sur 1 milliard, c'est colossal. Et des fois, ça va prendre peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour avoir toutes les autorisations. Sur Bitcoin, c'est instantané. Les autorisations, elles sont là tout de suite, au niveau de la cryptographie. Enfin, quand je dis instantané, en 10 minutes, le bloc est validé. En 10 minutes, ta transaction, elle est validée. L'autre, on est sûr qu'il a reçu l'argent et normalement, on ne revient pas en arrière pour l'invalider. Du Point tout à fait intéressant qui rappelait qu'en 2022, il y a seulement 10 000 contribuables en France qui auraient déclaré des plus-values sur le Bitcoin, alors qu'on entend dire qu'il y a 6 ou 7% des Français, ou même plus maintenant, qui ont du Bitcoin. Donc ça veut dire qu'il y a un petit peu de dissimulation fiscale dans cette affaire. Donc il faut avoir un peu de prudence. Alors, c'est génial, parce qu'il y a 2 minutes, Porcher, il a dit, il y a 93-94% des gens qui perdent de l'argent quand ils achètent du Bitcoin. Et lui, il vient de nous dire, il y a 6 à 7% des gens seulement qui déclarent avoir gagné en Bitcoin. Mathématiquement, c'est bon, c'est juste. Il n'y a pas à chier. Je ne vois pas pourquoi on irait plus loin si on prend juste ça et que je suis un petit peu là absolument dans l'ironie. Première chose. Et deuxième chose,
si tu ne vends pas tes bitcoins, t'es pas imposé, t'as pas de plus-value. C'est juste logique. Quand tu as des actions Facebook depuis 10 ans, tant que tu les as pas vendues, tu payes pas de plus-value. C'est la même chose. Troisième chose, si tu vends tes bitcoins contre une autre crypto-monnaie, aujourd'hui, légalement, que ce soit en France ou dans d'autres pays, tu n'es pas imposé. Tu es imposé quand tu vends tes crypto-monnaies contre de l'euro, contre du dollar, quand tu reviens en monnaie fiduciaire. Ok? Sur l'enthousiasme, mais on ne va pas jeter totalement le bitcoin avec le vin. Même s'il faut s'en inquiéter, mais Thomas Porcher, c'est la fin de ce débat. C'est malgré tout une monnaie, donc un équivalent universel. Ça peut servir d'échange et ça a vocation à servir d'outil pour échanger des marchandises, des services. Ouais, tout à fait, mais après, bon, ça reste qu'un produit spéculatif, adossé sur rien. Philosophiquement, moi, ça ne peut que me déplaire. C'est ton C'est avis. la Trump monnaie. On en est quasiment à Donald Trump qui crée sa propre monnaie avec Elon Musk. C'est paradoxal qu'on est à la tête d'un pays qui a le dollar, la monnaie la plus puissante au monde. Oui, alors on peut avoir encore une autre lecture, c'est-à-dire qu'il va y avoir une rivalité entre le yuan chinois et le dollar se dit il faut que j'occupe, les Américains se disent il faut que j'occupe absolument tous les compartiments parce que le yuan, il y a un yuan numérique qui a été créé, qui est en train d'être créé et développé, et donc les Américains se disent nous devons être sur tous les segments. C'est dommage que j'ai oublié son nom, désolé, le dernier intervenant n'ait pas donné son avis un peu sur le truc. Thomas Porcher a donné son avis. Chacun a le droit d'avoir un avis sur tout. Par contre, quand il y a des chiffres qui sont faux, c'est dommage. Et du coup, il faut les... Voilà. Mon intervention, elle n'est pas de dire à quelqu'un d'autre ce qu'il doit penser. Santé. Je vais boire un petit coup après, j'ai la gorge sèche. Mais chacun a le droit d'avoir un avis sur tout ce qu'il veut tant qu'il ne dit pas des conneries. Et moi, quand il y a des trucs où je sais pas, je dis je sais pas. La valeur d'un bitcoin, je sais pas. Bah, aujourd'hui, il vaut 97-98 000 $ quand je fais la vidéo. Est-ce que je suis prêt à l'acheter à ce prix-là ou pas? Oui, non, c'est tout. Je sais pas donner une valeur sur quoi est-ce qu'il est plus baqué que ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais pas revenir dessus. Voilà. J'espère que tu as compris un petit peu l'élément. Je suis pas là pour dire que ce qu'ils disent, ils n'ont pas le droit de penser comme ils disent. Je dis n'importe quoi. Ouais, là je suis parti dans une tirade beaucoup trop longue. On va la couper. La vidéo est terminée. Si vous êtes resté jusqu'ici, ça me fait grave plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur les cryptos, et savoir comment investir, peut-être trader les crypto-monnaies, allez voir dans la description, réservez un appel stratégique et je vous donne un plan étape par étape pour comprendre comment ça fonctionne. Ne pas vous faire avoir par acheter un prix à 100 000 $ alors que c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, tout est dit et tout est dans la description. Ciao!